Bonsoir à toutes et à tous, vous regardez Bienvenue en Ile-de-France sur le Figaro TV. Comme tous les jours, on ouvre cette émission avec une page de notre actualité. Notre dossier du jour est consacré aux soins palliatifs en Ile-de-France, alors qu'une nouvelle bataille a lieu au Parlement sur le sujet de l'euthanasie et du suicide assisté. Quels sont les établissements, les structures et les associations qui œuvrent dans notre région au sujet de la fin de vie? Comment proposer un accompagnement humain et lumineux jusqu'au bout? On va évoquer ce sujet en plateau avec nos invités, et ce dans une minute. En culture, Candlelight, les concerts à la bougie, aussi magiques que mystiques, continuent de séduire un public toujours aussi varié, avec ces expériences immersives qui favorisent l'accès à la musique classique et toujours dans des lieux d'exception. On en parle dans l'entretien culture tout à l'heure. C'est tout bon, enfin, et la chronique gastronomique de Laurent Saloge qui nous propose le résultat de ses pérégrinations culinaires et qui nous fait voyager sans même quitter la capitale. Pratique si vous n'aviez pas prévu de rester coincé dans les bouchons, par exemple, pour les prochains ponts et pour les vacances qui arrivent. C'est parti. Le 26 mars, le Figaro TV diffusait son premier documentaire maison sous la direction éditoriale de Laurence de Charette, consacré à la fin de vie au titre évocateur Ensemble. Je vous propose qu'on regarde un extrait ensemble. Ce sont les propos de Jean-Marc Lapiana, directeur de la Maison de Gardanne. Bien souvent, les personnes, à partir du moment où elles sont bien accompagnées, ils seront moins pressés. Et si on arrive à traiter leurs symptômes, si on arrive à accompagner ce que les familles vivent autour d'eux, ils vont nous dire, le moment venu, j'aimerais qu'on m'aide, mais ils vont le reporter. Et ils ne seront pas pressés. Si la personne a un souffle de vie, mais si ce souffle de vie, elle exprime quelque chose et qu'elle montre qu'il est important pour elle, eh bien on le maintiendra. Si à un moment ou à un autre, la personne a des symptômes qui sont difficiles à vivre et qu'elle nous montrera que ce souffle de vie est insupportable, on pratiquera une sédation profonde et continue. C'est-à-dire qu'on n'hésitera pas à calmer une douleur, même si le traitement fait courir le risque à la personne de partir plus vite. Un extrait de ce documentaire qu'on vous invite évidemment à revisionner sur le site du Figaro et en replay sur la télé. On va évidemment parler de l'Île-de-France. Là, c'était un exemple qui sortait un petit peu du cadre, mais parce que ça permet de bien comprendre les contours de ce sujet. Un sujet qui nous concerne tous intimement et puis en tant que société évidemment. Et on va en parler avec nos invités présents en plateau pour cette discussion. Béatrice Frécon, merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes directrice de la cellule d'animation régionale des soins palliatifs d'Île-de-France. François Génin, fondateur de Voisins et Soins, et Christine de Gouvion-Saint-Cyr, vice-présidente d'Être là Grand Paris. Un mot peut-être sur l'Île-de-France et son offre, pardon d'utiliser ce terme qui est peu élégant. On dit souvent que l'Île-de-France est le premier désert médical français. Est-ce que c'est vrai aussi quand on évoque la question des soins palliatifs et de la fin de vie? C'est un petit peu moins vrai pour les soins palliatifs. Pour redonner quelques éléments, c'est 12,5 millions d'habitants, l'Île-de-France, et c'est un quart de l'offre nationale de soins palliatifs, donc un petit peu plus en proportion. Quand on parle de l'offre de soins palliatifs, c'est peut-être ça le message essentiel que je pourrais vous dire, donc je commence tout de suite. On pense aux spécialistes des soins palliatifs, aux unités de soins palliatifs, dont on entend beaucoup parler. 26 unités de soins palliatifs en Île-de-France. Alors voilà. Opérationnellement, on en a 24. 2 unités ont fermé l'année dernière en Île-de-France, il faut le savoir. Ils ne sont pas forcément prêtes de réouvrir là tout de suite immédiatement à l'heure où on se parle. Voilà. Mais il y a aussi tous les acteurs de soins palliatifs non experts, c'était ça que je voulais dire. Et donc les soins palliatifs non complexes, c'est la majorité des besoins de soins palliatifs. On va y revenir, je pense, en détail dans la... Et donc là, on compte sur un tissu associatif, des structures? On commence tout simplement par le socle de notre système de santé, c'est-à-dire les professionnels qu'on appelle de premier recours, à domicile par exemple, c'est-à-dire les médecins traitants, les infirmiers à domicile, libéraux notamment. Ça, c'est le parcours de soins traditionnel, on va dire. Ce sont les premiers acteurs de santé sur le terrain à qui on a recours et qui peuvent être aux premières loges pour repérer des besoins, une situation qui arrive en phase palliative, qui évolue, pour avoir ensuite, eux, le recours aux experts de soins palliatifs. Est-ce que vous diriez qu'on est bien doté, qu'on est suffisamment doté en la matière quand on évoquait cette offre et les besoins sur la région, ou est-ce que justement c'est difficile de se rendre compte de ce que ça représente et des besoins réels? Alors c'est le cœur de notre mission, puisque peut-être que je peux redire un mot si on a le temps sur les cellules. La cellule régionale de soins palliatifs, c'est un dispositif qui a 2 ans et demi, qui a été créé par le plan national de soins palliatifs. Aujourd'hui c'est la stratégie décennale de soins palliatifs, c'est la même chose. Et donc nous avons dans chaque
région une cellule qui a des missions prévues par une instruction et nous sommes financés à 100% par l'État, par l'Agence régionale de santé à qui nous rendons des comptes et avec qui nous travaillons étroitement. Et nos missions donc sont, on va dire, 3 grandes missions. Une mission de diagnostic des besoins et de l'offre. Je vais y revenir tout de suite, c'est le cœur de votre question. Ensuite, une autre grosse mission qui est l'accès aux soins palliatifs pour un maximum des personnes qui en ont besoin. Et puis, une troisième grande mission qui est un peu de diffuser la culture palliative à tous les niveaux. Donc, d'abord auprès des professionnels de santé et aussi du grand public. Donc on travaille. Vous avez raison, parce que souvent on a du mal à comprendre les réalités derrière ces terminologies et ça reste assez obscur, assez complexe à définir, on y reviendra. Quel est votre job, quel est votre métier, comment œuvrez-vous dans ce qu'on appelle la fin de vie? François Génin, on va commencer avec vous pour Voisins et Soins. C'est dans le titre, je crois. C'est dans le titre, exactement. Si on reprend un peu les chiffres d'Île-de-France, je pense que Béatrice y reviendra, mais il y a une étude passionnante de l'Observatoire régional de santé en Île-de-France qui date de 2022 et qui fait apparaître que les 2/3 des décès en Île-de-France relèvent des soins palliatifs et que seulement 43% de ces personnes, de cette population qui relève des soins palliatifs, y a accès. Donc un déficit qui reste extrêmement important. Et quand on fait des calculs à partir là on est donc passé de plans triennaux à une stratégie décennale, c'est une très bonne chose, mais quand on prend l'ensemble des données et des chiffres, au bout de 10 ans, si on arrive à déployer intégralement ce plan décennal de soins palliatifs, qui consacre beaucoup de moyens et d'efforts, on aura encore en 2034 200 000 personnes qui relèvent des soins palliatifs sans y avoir accès. Ça, c'est à l'échelle nationale, c'est pas simplement. Quand bien même on réussirait les objectifs de ce plan. Absolument. Donc ça montre l'ampleur de ce qui est du chemin qui est à parcourir. Alors nous, notre approche est en complément de tout ce qui est fait dans les unités de soins palliatifs, dans les lits identifiés, avec les équipes mobiles de soins palliatifs, c'est d'essayer d'adresser ces 200 000 personnes à l'horizon 2034 qui ne sont pas pris en charge, pris en soins, avec des équipes à domicile, puisqu'on est sur le bas, nous, du spectre en termes de complexité ou de criticité sur le plan médical, avec des équipes de quartier qui embarquent à la fois des bénévoles qui se mobilisent à l'échelle du quartier et des soignants qui font partie de ces équipes locales et qui permettent d'accompagner les gens à l'échelle du quartier. Donc une logique à la fois de solidarité locale et de présence effective de soignants au domicile. Est-ce que vous fonctionnez différemment? J'imagine que oui. Être là, Grand Paris, qu'est-ce que ça représente? Quel est l'accompagnement qu'on propose? Moi, je n'ai pas parlé de chiffres, j'ai parlé de mon dernier accompagnement la semaine dernière dans un service clinique spécialisé dans les soins palliatifs où on traite d'abord les symptômes, la douleur. Et donc, il y a des médecins, il y a des infirmiers, des psys, il y a toutes des équipes. C'est toujours en équipe les soins palliatifs et il y a des bénévoles. Depuis 40, 50 ans qu'il y a des soins palliatifs en France, on est arrivé, on est cofondateur des soins palliatifs et en fait, on est plus sur la souffrance sociale, représentant la société civile qui, auprès des malades et de leurs proches, vont venir les écouter, prendre de leurs nouvelles et puis les accompagner. Et on les écoutera en fait. La formation des bénévoles en soins palliatifs, c'est l'écoute en 1, c'est l'écoute en 2, c'est l'écoute en 3. Et accessoirement, on apprend ce que c'est finalement que la fin de vie, sachant que les soins palliatifs, ce n'est pas que la fin de vie, c'est aussi dès l'annonce d'une maladie grave, évolutive, potentiellement mortelle. Dès que vous commencez à comprendre que vous allez peut-être mourir plus vite que prévu ou plus vite que vous ne l'imaginez. On peut déjà parler de fin de vie ? En tout cas, on rentre dans cette logique, j'imagine. Et les bénévoles d'accompagnement aux soins palliatifs, comme les équipes de soins palliatifs, sauf qu'on n'en a pas assez pour qu'elles interviennent de manière précoce, elles sont extrêmement utiles pour amortir le choc. Quand on vous annonce une maladie grave, le cancer, ça fait peur. Je ne vais pas les citer, les maladies, et surtout pas les stigmatiser, mais toute maladie grave, potentiellement mortelle, l'annonce est un choc. Et le deuxième choc, pour nous, c'est au moment de l'annonce de l'arrêt des traitements. Parce que là, autant les soins palliatifs, on peut les démarrer dès l'annonce d'une maladie grave, autant quand on annonce l'arrêt des traitements curatifs, on reste seul. Ce qui nous colle d'ailleurs un peu à la peau, parce qu'aujourd'hui, on considère que les soins palliatifs, c'est quand il n'y a plus rien à faire. Non, il y a encore beaucoup de choses à faire, et en tout cas, sur la qualité de vie, on est vraiment très bon. C'est super intéressant ce que vous dites. On dit souvent que quand on est
justement sur cette question de la fin de vie. Quand on évoque les soins palliatifs, on sait qu'on est proche de la fin et il y a une pensée commune qui est un peu de se dire bon bah de toute façon c'est fini. Et pas du tout. Et c'est ce qu'on entend de tous les acteurs du tissu associatif, de tous les acteurs qui se mobilisent, que ce soit les politiques, les institutionnels, évidemment le tissu associatif qui est hyper vivace, hyper vivant. On l'a vu dans le documentaire de Laurence de Charette Ensemble aussi. On se dit que pas du tout, c'est qu'on n'a rien compris, c'est qu'on est passé complètement à côté de ce moment qu'on appelle la fin de vie. C'est quoi vraiment les soins palliatifs? Je pense qu'on a besoin presque de cette définition. Moi, je me suis posé la question en préparant, j'utilisais ce terme et je me disais, mais en fait, je ne comprends pas, je ne sais pas ce que c'est. Je peux me permettre, vous en aviez 2 dans votre générique de soins palliatifs. D'accord. Le concert Candlelight, c'est un soin palliatif. D'accord. Et à domicile, en USP, on peut organiser un rêve, si c'est le rêve de la personne, d'aller voir un concert. Il est magnifique d'ailleurs ce concert des Candlelight. C'est un soin palliatif. Ça ne vous guérit pas, mais si vous en avez envie, si c'est votre rêve, on le réalise. Il faut le faire. D'accord. Et le deuxième, c'est la gastronomie. C'est la gastronomie, mais évidemment. Et alors la nourriture, la nutrition, pour parler médicalement, la bouffe, pour parler français, on ne plaisante pas à la fin de vie. On parle toujours de la nourriture plaisir, de la gourmandise. De la gourmandise. Bien sûr. Et c'est ça, en fait, je le dis souvent. Alors c'était une définition très émotionnelle, très poétique aussi et très humaine. Moi j'adore, ça me parle beaucoup. Si on revient sur une définition peut-être un peu plus académique, pardon. Oui, et tout en restant simple, je pense que c'est ça aussi dont on a besoin aujourd'hui avec le débat. Je pense que la caractéristique principale des soins palliatifs, si on veut retenir une chose, c'est une prise en charge globale et proportionnée. Donc global, ça veut dire qu'on va à la fois s'enquérir de l'aspect physique, donc le traitement des symptômes tels que la douleur. Vous parliez des douleurs tout à l'heure, en effet. Essentiellement, mais pas que. Il y a aussi l'aspect psychologique, l'aspect social, l'aspect spirituel et puis la prise en compte de l'entourage. Donc ça, c'est cette globalité qui fait que c'est complexe. Et puis la notion de proportionnalité parce que, par définition, ce sont des situations évolutives. Et uniques, à chaque fois. Uniques, singulières, parce que ces combinaisons de ces 4 facteurs peuvent être différentes pour chaque personne. Bien sûr. Et puis, il va y avoir aussi des allers-retours entre le domicile, l'hôpital. Donc voilà, une évolutivité qui est parfois rapide aussi, qui demande de s'adapter. Je vous donne un exemple pour que ce soit peut-être concret. Par exemple, deux patients qui sont en phase terminale d'un cancer et qui arrivent en fin de vie, en fonction de la présence ou pas d'un entourage autour d'eux, leur besoin ne va pas du tout être le même en termes d'hébergement, d'aller dans un établissement de santé ou pas. Voilà. Donc ça montre bien que quand on dit que une personne sur je ne sais combien n'ont pas accès aux soins palliatifs, il faut voir derrière ce que ça veut dire. Est-ce que ça implique? Et je trouve ça intéressant parce que dans le débat actuellement, il est question de mettre en place un droit opposable aux soins palliatifs. Vous en avez peut-être entendu parler. Et donc c'est très intéressant parce qu'on pourra dire j'ai droit aux soins palliatifs, j'ai droit à quoi exactement? Et on entend souvent parler, donc comme on l'a dit tout à l'heure, des unités de soins palliatifs qui sont peut-être un peu plus parlants pour les gens, mais heureusement, c'est une minorité de patients qui, en fin de vie, ont besoin d'aller en unité de soins palliatifs. C'est les cas les plus complexes. Donc c'est important de se dire que derrière le mot soins palliatifs, il y a plein de réalités. Voilà, il y a plein de réalités et il y a une gradation de l'offre qui doit justement permettre à chacun d'avoir la bonne prise en charge proportionnée, adaptée à ce dont il a besoin. Il y a peut-être, un peu plus connu aussi du grand public. Vous l'avez rappelé tout à l'heure, c'est un des axes et évidemment de votre travail. Et je pense que c'est important aussi que ceux qui nous écoutent, qu'on soit au courant finalement de nos droits, de ce qui existe et donc de ce à quoi on peut prétendre. François Génin, quand vous allez sur le terrain, quand vous rencontrez justement ceux qui travaillent aussi avec vous chez Voisins et Soins, est-ce qu'il y a des remontées du terrain qui vous font vous dire ça c'est majeur, ça c'est essentiel, ce témoignage-là il m'a bouleversé, je me dis oui, d'accord, il faut qu'on soit meilleur là-dedans, il faut on parlait de l'écoute tout à l'heure, est-ce qu'il y a autre chose peut-être qui remonte beaucoup? Il y a plusieurs aspects. D'abord, en réaction à ce qui vient d'être évoqué, la fin de la vie, c'est d'abord un temps de vie. Et c'est probablement le temps de la vie la plus intense, parce qu'il y a tant à vivre avant de partir. Toute notre approche est fondée sur l'idée qu'en dehors des 10-15% de situations qui relèvent de l'hôpital, parce qu'il y a une criticité médicale qui fait que c'est de manière évidente l'hôpital qui est nécessaire, en dehors de ces situations-là, la mort n'est pas d'abord un problème médical. C'est d'abord un problème humain qui mobilise, qui convoque toute la société.
même s'il faut absolument une composante médicale inscrite à l'intérieur de cette mobilisation, sans laquelle, si on ne soulage pas la douleur, si les gens ne se sentent pas en sécurité, ils partent aux urgences dès qu'il y a un petit souci. Et déployer ça à domicile suppose de prendre en compte deux réalités. La première, c'est qu'il y a un isolement social qui est extrêmement important. La moitié des personnes concernées vivent seules et il faut se représenter. Quand l'oncologue vous dit vous avez 75, 80, 85 ans et il vous dit il vous reste quelques mois à vivre et que vous rentrez seul chez vous, c'est juste terrible et un peu inimaginable. Et pour ceux qui ont la chance d'avoir des aidants, il y a cette réalité de l'épuisement des aidants, d'un conjoint qui a accompagné son mari, son épouse pendant une dizaine d'années dans une maladie neurodégénérative, dans un cancer, et qui s'épuise et qui finit par mourir dans un tiers des cas avant la personne malade. Un tiers des cas. Un tiers des aidants qui meurent avant la personne malade. Et donc, on n'est plus à l'époque où les gens vivaient là où ils étaient nés, là où ils avaient grandi, avec des réseaux familiaux, amicaux, qui aidaient à traverser ces situations. C'est peut-être encore plus vrai, à Paris, en Ile-de-France. Je me permets de le rappeler parce que c'est un sujet qui nous concerne. Une solitude qui est encore plus importante en Ile-de-France, tout à fait. Et donc là, il s'agit de recréer un petit peu les conditions du quartier ou du village d'antan, avec une mobilisation à l'échelle locale. Parce que les enfants sont à l'autre bout de la France ou à l'autre bout du monde. Ça, c'est la dimension sociale et humaine de la chose. Et puis, il y a cette dimension médicale incontournable. La loi avait prévu, il y a 20 ans, que le médecin traitant était le pivot de la prise en charge palliative à domicile. C'est une très bonne idée, mais c'est une idée qui correspond aux médecins de famille d'hier et non pas aux médecins traitants d'aujourd'hui. Ce village qui fonctionne où tout le monde se connaît, où il y a un tissu social très riche et donc un médecin de famille, un médecin de village. Voilà, qui connaissait la personne, qui connaissait l'entourage, etc. et qui apportait toute la réassurance nécessaire pour que ça puisse se vivre de manière adaptée au domicile. Aujourd'hui, il y a 10% des Français qui n'ont pas de médecin traitant. Les visites à domicile ont quasiment disparu. 80% de baisse en 20 ans. Et puis, il y a aussi un tabou autour de la question de la mort qui atteint également les médecins. Et donc, il y a les 2 tiers qui disent, en fait, qu'ils ne sont pas candidats pour accompagner leurs patients en fin de vie à domicile ou très, très mal à l'aise. Et dans des conditions matérielles pour le faire qui ne sont pas faciles. D'où ces équipes à la fois de bénévoles du quartier et de soignants à l'intérieur de cette mobilisation. Et puis, des histoires extraordinaires où où la situation est transformée simplement parce que la personne cesse d'être seule, ou même la famille, si elle est présente, cesse d'être seule en face de cet événement qui est quand même un événement majeur dans la vie et qui restera toujours un événement dramatique. Les soins palliatifs ne gomment pas le caractère dramatique de ce temps, mais aident à le vivre et donc aussi à y accueillir toute la richesse qui est contenue à l'intérieur de ces moments. J'aimerais qu'on écoute le témoignage de Cécile Chay. Elle est aide-soignante en soins palliatifs et elle se confie sur l'émotion. Et c'est un sujet que je trouve passionnant. On écoute ça ensemble. Dans les autres milieux hospitaliers, j'avais l'impression que tu n'as pas le droit de mettre ton émotion, tu n'as pas le droit de pleurer, tu n'as pas le droit... Ici, en fait, on a le droit de... Je fais vraiment des rencontres humaines avec des personnes, en presque oubliant la maladie. Donc du coup, ça crée vraiment des échanges. J'oublie pas que je suis un soignant, j'oublie pas mes fonctions, ma mission. Mais par contre, j'ai le droit de mettre mes qualités en avant, c'est-à-dire l'empathie, la joie, la tristesse, ce que je suis au quotidien, je suis pas bridée, quoi. Et ça change tout. Cette humanité, elle est importante, à savoir recueillir ses émotions, recueillir ses mots, savoir en avoir aussi, être dans la bienveillance, dans cette lumière. Et on sait, on en a besoin dans des moments comme ça. Elle est fondamentale. Et moi, ça fait 18 ans que j'accompagne. J'ai commencé entre 2 boulots. Je ne suis pas soignante à l'origine, pas soignante du tout d'ailleurs. J'ai une formation de juriste et d'école de commerce, donc rien à voir. Et pourtant, j'ai jamais rencontré autant de gens. Je pense que j'ai jamais autant ressenti l'amour, l'émotion, la force des sentiments dans ces moments, pas moi par rapport au patient, mais le patient avec son proche. C'est vraiment un moment très très dense et il y a un psychiatre qui vient de sortir un livre coécrit avec d'autres spécialistes, qui a intitulé ce livre « Quand la mort éclaire la vie ». Et en fait, l'approche de la mort peut vous faire saisir l'intérêt, le bonheur de la vie, du quotidien, des petites choses. Et en fait, c'est votre humanité que vous partagez. Et les soignants qui travaillent en soins palliatifs, c'est ça qu'ils apportent. C'est au-delà de la technicité, bien sûr, de leurs gestes et de leur métier, c'est aussi leur humanité et ce soin humain qui transforme et transcende et multiplie le bien-être, le bienfait de ce que vous apportez. Cette lumière, cette bienveillance, on la voit chez vous. Évidemment, ça transparaît dans tout le plateau, c'est une évidence. Mais comment est-ce qu'on donne les moyens aux acteurs
acteurs de terrain, de pouvoir tout simplement offrir cette bienveillance et cette lumière, parce que pour certains c'est avant tout évidemment un travail, mais c'est aussi, il faut des moyens financiers, il faut des moyens logistiques, il faut des moyens humains. Oui, merci de cette question et merci d'avoir mis en avant une aide-soignante dans le reportage là, parce que ça c'est aussi un métier essentiel, notamment pour le maintien au domicile. C'est un métier qui est en grande pénurie, vous le savez, hein, comme tout le système de santé. Les soins palliatifs ne sont pas épargnés par la pénurie. Et donc voilà, on peut se dire, après avoir fait ce diagnostic avec toute la complexité qu'on a expliquée au tout début, il faudrait créer tant d'unités, etc. Mais on a déjà des centaines de postes à pourvoir, donc on a ce problème-là. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire en contexte de pénurie ? On a la chance d'avoir quand même quelques moyens qui ne sont pas négligeables, qui sont mis sur la table et qui seront votés dans le cadre de la stratégie décennale, mais on n'a pas toujours de quoi recruter des soignants en nombre suffisant. Donc en Ile-de-France, c'est le cas, comme aussi dans d'autres régions, c'est partout comme ça. On a quand même des leviers. Le premier, et c'est vraiment le cœur de notre travail, alors c'est un travail de l'ombre, ça ne fait pas le buzz, on n'est pas en train de faire des annonces, mais c'est de faire mieux travailler les gens ensemble. Quand les acteurs en proximité se connaissent, se rencontrent, quelquefois dans l'année, en plus il y a du turnover dans les équipes. J'imagine, oui, parce que quand vous connaissez votre collègue et vous connaissez le médecin spécialiste, vous avez déjà été 3 fois à lui adresser un patient, ça s'est bien passé, ça c'est fluide et ça se passe bien. Et la Corpalif fait un travail extraordinaire pour mettre tout le monde en connexion. Travail, voilà. Dans les territoires. Donc vous ne le dites pas uniquement parce qu'ils sont en plateau. Et c'est un peu nouveau, Et les témoignages des gens que Béatrice rassemble, qui disent mais on s'est jamais parlé, et puis là avec la Corpalif, on se met à travailler ensemble. Et c'est important. Et c'est indispensable. C'est ça, c'est la première chose en fait, c'est mieux travailler ensemble, se rencontrer. Donc nous, on est créé pour organiser ces lieux de rencontre et connecter les gens entre eux, c'est notre métier. Et puis le deuxième levier, c'est la formation continue des professionnels, puisque comme on l'a dit, l'essentiel des besoins, il est non complexe, hein, il peut être fait par les professionnels de santé, donc ça commence bien sûr dans la formation initiale des infirmiers, des aides-soignants et des médecins. C'est presque de la sensibilisation aussi. Mais voilà, exactement. Nous, ce qu'on souhaiterait, vous voyez, pour être très concret, c'est que tous les soignants en Ile-de-France, en France, sachent au moins les repères pour identifier une situation qui entre en phase palliative et qui j'appelle. Vous voyez, déjà rien que ça. C'est avoir les rudiments, finalement. C'est ça. La plupart des gens, si déjà tout le monde avait ces rudiments-là, de se dire, voilà, j'ai tel et tel critère ou symptômes qui apparaissent, allez hop, j'appelle l'expert. Comment je fais pour appeler l'expert ? Je dois savoir c'est une sorte de guide, mais de pratique et de savoir-faire. En fait, le repérage, il y a une grille qui est très simple, qui s'appelle Palliadis, que tout le monde peut trouver sur Internet, c'est même sur le site du ministère, je crois bien. Il y a 10 questions. S'il y a 3 oui, il faut répondre par oui, par non. S'il y a 3 oui, c'est qu'il est en phase palliative et qu'il faut appeler l'expert. Et l'expert, comment je le trouve ? Chaque cellule met en ligne sur son site internet un annuaire des structures. Génial. Où figurent notamment les associations qui sont ici, Voisins et Soins, les bénévoles et tout, pour se dire voilà, j'habite à Trifouiller-les-Oies, je tape et je vais avoir apparaître tous les acteurs du domicile, experts soins palliatifs. Donc même si je suis infirmier dans mon cabinet et que je connais pas vraiment bien et que je suis jamais venue à une réunion d'antenne, eh bien j'ai cet annuaire à disposition. Voilà. Et déjà rien que ça, c'est un levier énorme. Tout à l'heure, on évoquait dans la diffusion de l'extrait du reportage et du documentaire, ensemble, la souffrance et des fois la nécessité d'aller jusqu'à la sédation profonde. Pour ceux qui nous écoutent, qu'est-ce qu'on appelle la sédation profonde ? Alors, sédation profonde et continue maintenue jusqu'au décès, parce qu'il y a plein de sédations qui existent. Il y a la sédation proportionnelle, et là je vais parler très concrètement. En fin de vie ou dans des moments douloureux, les personnes peuvent ne pas dormir la nuit, tellement elles peuvent avoir mal. Et on peut procéder à des petites sédations. C'est des petites anesthésies, on fait ça pour les enfants aussi quand on leur fait des piqûres. On anesthésie, on fait les soins, ça les mobilise. C'est déjà ce qu'on appelle de la sédation. Oui, c'est déjà c'est pour bien comprendre. Oui, c'est déjà une forme de sédation. On anesthésie, on fait le soin, on mobilise la personne, elle peut être consciente, pas consciente. Et donc, alors ça, c'est plutôt du jargon médical, mais vous avez une grille également sur la profondeur de l'endormissement pour parler avec un vocabulaire grand public. D'accord. La sédation profonde et continue maintenue jusqu'au décès, c'est une procédure qui a été mise en place, c'est un droit qui a été mis en place en 2016 dans la loi
Claes Leonetti, la dernière en vigueur, enfin celle qui est toujours en vigueur pour le moment, et qui permet en court terme, sur vraiment toute fin de vie, à la personne qui le souhaite, qui a des douleurs réfractaires, c'est-à-dire qu'on n'arrive pas à soulager, qui souffre et qui dit là j'en peux plus, endormez-moi, enfin voilà. Et là le médecin suit une procédure qui est bien définie dans la loi, qui est une procédure de collégialité, et à la fin prendra la décision de faire cette sédation profonde et continue jusqu'au décès. Et ça n'a rien à voir avec ni le suicide assisté, ni l'euthanasie. Rien. Mais on peut se tromper, pardon, mais quand on ne connaît pas les terminologies, quand on ne comprend pas... Mais les gens se trompent, tout le monde se trompe. Quelle est la différence majeure avec, par exemple, l'euthanasie? L'intention. D'accord. L'euthanasie, vous injectez un produit létal dans l'intention de donner la mort. La sédation profonde et continue, vous injectez un produit anesthésiant, pardonnez-moi, je ne suis pas soignante, mais je réutilise les termes. Justement, c'est une émission grand public, on est là pour comprendre les choses. Et donc, on endort la personne, on l'anesthésie comme vous êtes anesthésié quand on vous opère de l'appendicite. Donc, et elle meurt, si on respecte correctement les critères, elle meurt de sa maladie. Elle ne meurt pas de cette molécule. Ce n'est pas la molécule qui entraîne la mort, c'est la maladie et la sédation vont accompagner finalement le patient jusqu'à la mort. D'ailleurs, pendant la sédation profonde et continue, même si elle ne peut ne durer que quelques heures parfois, on continue quand même les soins. Par exemple, les soignants vont continuer de lui faire sa toilette, même si parce qu'on est toujours en vie et c'est important de le rappeler. Et même de lui parler, même si on ne sait pas ce qu'elle entend, ce qu'elle n'entend pas. Mais voilà, ça c'est important de leur dire que les soins ne s'arrêtent pas totalement. Quand on construit des plans, comme c'est le cas, quand on fait des études justement sur l'offre de soins palliatifs, quand on est aussi engagé que vous, est-ce qu'on est inquiet des discussions en ce moment à l'Assemblée nationale ? Alors actuellement, on est sur la discussion sur la proposition de loi soins palliatifs. Tout à fait. Moi, je m'en tiendrai à ça pour ce qui me concerne. Pour vous répondre, oui, ça va dans le bon sens. Enfin, cette loi, cette proposition et cette discussion, elle a le mérite de ce qu'on soit là aujourd'hui pour expliquer à un maximum de personnes ce que sont les soins palliatifs, peut-être dédramatiser aussi ce terme et pouvoir se rendre compte que voilà, ça fait partie. Et faire un peu de pédagogie aussi. On a vu que c'était pas non nécessaire. De ce point de vue-là, c'est quelque chose de positif. Moi, ce qui m'inquiète, alors la même chose, on en parle. C'est déjà une première chose d'en parler. Ce qui m'inquiète, c'est qu'aujourd'hui, on associe tout de suite soins palliatifs, encore une fois, à on va mourir. Et donc on ne les appelle pas parce qu'on nous adore, les soins palliatifs, on nous adore. À chaque fois qu'on m'interroge sur mon bénévolat, les gens disent « Ah, c'est formidable !» Mais non, c'est trop compliqué pour moi. Non, c'est pas trop compliqué pour tout à chacun. On recherche beaucoup de bénévoles, vraiment beaucoup de bénévoles. Mais quand le moment est venu, normalement, s'il y a des symptômes, encore une fois, c'est pour soigner des symptômes. Si tout se passe bien, il n'y a pas besoin de soins palliatifs. C'est quand on a mal, quand on a une souffrance qui peut être, comme l'a rappelé Béatrice, physique, psychique, existentielle, spirituelle, sociale, qu'il faut renforcer les soins et l'accompagnement. Et donc j'ai quand même très peur que ça mette dans la tête du public que la mort, ça fait mal et que donc le choix c'est soins palliatifs ou euthanasie, alors que ce n'est pas du tout le sujet. C'est pas les vrais termes du débat et on le comprend bien. Voilà. Le mot de la fin, 30 secondes. D'abord, cette loi, elle introduit aussi le terme de soins d'accompagnement et c'est bien parce que soins palliatifs, ça fait un peu peur aujourd'hui, alors qu'en fait c'est de l'accompagnement. Et ça c'est en mode positif. Le deuxième point, c'est que la réalité, il y a des études extrêmement précises, scientifiques qui le montrent, quand il y a des soins palliatifs, les demandes de mort disparaissent. Et donc pour nous, l'objet de notre présence et de notre engagement, c'est de développer les soins palliatifs et de pouvoir accompagner toutes les personnes qui en ont besoin. Merci pour ce très beau mot de la fin et merci beaucoup à tous les trois pour votre présence en plateau. Je rappelle le documentaire de Laurence de Charette, Ensemble, disponible sur le Figaro TV bien sûr et sur le site internet du Figaro. Un grand merci à tous les trois et on passe maintenant à l'entretien culture. Candlelight, comprendre les concerts à la bougie, décidément. Vous voyez, on vient de parler de santé, et donc je m'en mêle les pinceaux. Des moments suspendus, des expériences absolument uniques, des expériences immersives qui ont déjà séduit 300 millions de personnes dans le monde. C'est absolument incroyable. Je vous parle de centaines de millions de personnes, mais moi, ce qui me plaît le plus dans les concerts Candlelight, c'est justement cette intimité unique qui est créée avec le public par cette lueur magique et cette proximité avec les artistes qui nous permettent d'apprécier autrement la musique classique et d'autres
d'autres musiques dans des lieux absolument uniques. On va en parler avec vous, Thomas Louis. Vous êtes responsable Candlelight France. Merci beaucoup d'être avec nous. Merci à vous. On a envie de comprendre un peu comment c'est né tout ça, parce qu'aujourd'hui c'est un concept qui marche, qui est rodé, oui. Ça fonctionne du tonnerre, et surtout les gens en redemandent. Mais comment est-ce que c'est né? Comment est-ce que vous êtes dit on va faire des concerts à la bougie, on va mettre des artistes, on va dépoussiérer quelque peu aussi la musique classique? Comment est-ce que comment vous avez travaillé sur ce projet? Candlelight a été créé à Madrid en juillet 2019, donc là ça fait 6 ans qu'on est présent, mais les concerts à la bougie, ça fait 400 ans que ça existe dans les églises. Avant on faisait ça à la bougie, c'était le seul moyen de s'éclairer. Nous on a décidé de le remettre au devant de la scène, remettre à la page avec toutes ces images qui sont très instagrammables, avec les bougies, etc. Donc c'est comme ça que c'est un peu redevenu sur le devant de la scène. Et pourquoi la musique classique? Il y avait un besoin de démocratisation, il y avait un besoin d'ouverture de ces portes qui peuvent paraître un peu fermées, d'accessibilité. On le précisera, on peut aussi aller voir des concerts Candlelight avec ABBA, avec John Legend, bien sûr, évidemment. Mais si on parle de musique classique. Oui, c'est vraiment ça, c'était d'ouvrir la musique classique à tout le monde. C'est vraiment le but de Fever et de Candlelight, de rendre l'accès démocratique. Et donc c'est comme ça que le projet est aussi né, Candlelight. Quand on pense à un concert Candlelight, on pense bien sûr à toutes ces bougies allumées qui ne sont d'ailleurs pas des vraies bougies. Exactement. Pour la sécurité de tout le monde et pour des raisons aussi écologiques, j'imagine, avec les artistes au centre. Et ça, je trouve que c'est très beau de valoriser ces musiciens, de valoriser ces artistes. Ça a tout de suite été la version sur laquelle vous avez planché quand il a été question de créer Candlelight? Le but, c'était vraiment de remettre l'artiste qui est local au devant de la scène, puisque les musiciens classistes sont aussi moins connus, moins valorisés, exactement. Et donc via ce concert Candlelight, c'est vraiment une connexion entre le public et le musicien qui se crée, et donc de la visibilité également pour lui. Est-ce que ce sont des musiciens avec lesquels maintenant vous avez l'habitude de travailler, ou finalement ça dépend du lieu où vous organisez aussi l'événement et du type de performance qu'on aura, à laquelle on aura droit? Ça va vraiment dépendre de la ville. Par exemple, à Paris, ça fait 6 ans qu'on est là, donc les musiciens connaissent. Exactement, et ils connaissent le projet par cœur. Mais c'est vrai, quand on ouvre des nouvelles villes, comme on travaille avec des musiciens locaux, ils vont être plus récents, ils vont être formés par d'anciens musiciens de Paris, justement, qui vont venir dans la nouvelle ville pour les former, pour leur expliquer comment se passe le concept. Mais le but, c'est vraiment de travailler avec des locaux à 100%. Alors en tant que public, on s'imagine ce que ça fait, et pour certains, et ils sont nombreux à avoir déjà découvert un concert Candlelight. Les bougies, cette atmosphère toute particulière dans des lieux souvent exceptionnels, des lieux qui peuvent être des lieux patrimoniaux, des lieux parfois un peu loufoques aussi par rapport justement qui viennent répondre à la musique et au répertoire que vous décidez de proposer. Moi, je me suis toujours demandé ce que ça changeait pour les musiciens, parce que je me dis ça doit être incroyable de jouer entouré comme ça d'un parterre de bougies dans des lieux incroyables avec une sonorisation qui peut être inhabituelle aussi. Comment est-ce qu'ils le vivent? C'est exactement ça. Il y a autant de lieux que d'acoustiques du coup, donc les musiciens doivent s'adapter, il y a des répétitions qui sont faites pour ça, mais nos musiciens sont vraiment des professionnels et donc ils arrivent à s'adapter à tous nos lieux. Et comme vous l'avez dit, les lieux sont vraiment différents. On va travailler parfois en extérieur, parfois en intérieur, parfois il faut s'amplifier, parfois c'est à l'acoustique, et donc c'est vraiment un travail qui est vraiment très très bien fait par nos musiciens à ce niveau-là. Avant de continuer à en parler, je vous propose qu'on regarde ensemble une des bandes annonces, puisqu'elles sont nombreuses évidemment, des concerts Candlelight. On regarde ça ensemble et on se retrouve dans 1 minute.
Et c'est sûr que ça fait envie, ça fait rêver. C'est des expériences immersives, des spectacles immersifs. Et moi, je trouve qu'il y a un sentiment d'intimité qui est très fort. Ça dépend bien sûr des espaces qu'ils reçoivent, ça dépend bien sûr de la configuration des lieux. Mais je trouve que cette proximité avec les artistes, cette proximité aussi avec le public pour vivre un moment d'exception est assez fort. Est-ce que c'est un retour qu'on vous fait souvent ? Oui. Et justement, le retour qui est fait, c'est que le point commun, c'est la bougie. Et ça permet justement de se reposer, d'écouter la musique sans tout le temps être sur son téléphone ou quoi que ce soit. Et ça fait du bien de se couper pendant 1 heure à juste profiter de l'instant et écouter les musiques qui passent. Et c'est toujours des spectacles qui se tiennent dans des cadres incroyables. On l'a vu là dans la bande-annonce. Et pendant qu'on discute, il y a évidemment des images qui défilent que nos téléspectateurs peuvent regarder. Mais je me demande comment vous les choisissez, parce qu'il y a évidemment des lieux qui peuvent paraître évidents. On se dit c'est le lieu à Lisbonne, à Madrid, à Paris où il faut organiser un événement. Et des fois, c'est intéressant, c'est des propositions qui sortent un peu du lot. Comment vous choisissez ? Oui, il y a plusieurs critères en fait dans nos choix de lieux. Le principal va être l'acoustique, parce qu'on essaye de jouer la plupart du temps sans amplification, et donc il faut que la personne qui soit au tout dernier rang puisse entendre aussi bien que la personne qui est tout devant, et puis que le lieu ait un effet waouh déjà de base. Alors ce sera éclairé en plus avec nos bougies, et un lieu où on ne s'attend pas spécialement à aller écouter un concert de musique classique au final. Est-ce que la valorisation du patrimoine compte pour beaucoup ? Oui, absolument. Justement, on cherche des lieux qui sont la plupart du temps patrimoniaux et qui sont connus de tous, mais où justement, en ouvrant la porte, on ne se dit pas « Ah je vais aller écouter un concert de musique classique ». Et c'est là souvent que la magie opère. Exactement. Vous avez parlé évidemment de musique, vous avez parlé d'acoustique. C'est vrai que c'est aussi le rendez-vous des mélomanes. Alors, ça peut être très grand public parce que vous avez un répertoire qui est très large, on va évidemment y revenir. Qu'en disent les mélomanes ? Parce que moi, ça m'intéresse. Qu'en disent les fans de musique classique ? Eh bien, justement, il y avait un petit peu de scepticisme, pour être honnête, au début. Bah oui, j'imagine. Et puis maintenant, comme ça fait 6 ans qu'on est à Paris, en France, les gens adorent. Et par exemple, Vivaldi, qui est un de nos grands best-sellers, grand succès, les gens aiment vraiment beaucoup. Ils reviennent au concert, et la plupart du temps, c'est aussi dans l'effet inverse. Les gens viennent voir un programme qui est plus pop, et puis se disent « Ah j'ai écouté un Queen, je vais aller voir un Vivaldi pour voir ce que ça donne ». Donc on arrive à changer un petit peu la mentalité des gens en se disant, comme vous l'avez dit, le classique est assez fermé, mais on va aller écouter le classique en format Candlelight, ça ouvre beaucoup plus de portes. Quand est-ce que vous avez décidé justement de passer de Vivaldi à Queen ? Quand est-ce que vous avez décidé d'ouvrir ce répertoire ? Ça s'est fait assez vite au final, parce qu'on a vu qu'il y a eu beaucoup de répondants sur du Vivaldi, sur du Mozart, sur du Chopin. Et puis avec toute la musique actuelle, on s'est dit faisons le switch, et le switch mais en gardant le classique, pour justement accueillir le plus grand public possible, comme le but aussi au final c'est de démocratiser l'accès à la culture, donc ça passe aussi par la programmation. Et aujourd'hui, est-ce que vous avez réussi à benchmarker, à savoir ce qui marchait le mieux finalement ? Est-ce que ce qui a le plus de succès, c'est justement ce répertoire classique qui faisait quand même l'ADN aussi de la création des concerts Candlelight, ou est-ce qu'aujourd'hui, c'est ces répertoires aussi qui varient, qui surprennent, ces répertoires un peu plus pop ? Oui, en fait, c'est très éclectique. Autant le classique de Vivaldi fonctionne très très bien, mais le Queen, le ABBA, le Coldplay fonctionnent aussi. J'imagine que ça marche très bien aussi. Absolument, dans le monde entier. Et puis on a vu aussi qu'en France, les programmes locaux fonctionnent et cartonnent, comme Jean-Jacques Goldman, Edith Piaf, Céline Dion. Donc tous ces programmes-là aussi qui font que c'est une porte d'entrée. J'imagine que vous l'avez dit tout à l'heure, quand on va voir Queen, on peut ensuite se dire qu'on va aller voir un concert Candlelight sur un autre registre, et pourquoi pas Vivaldi. On l'a dit, ça va de ABBA, Goldman, Vivaldi, The Weeknd. Ça peut presque surprendre parfois quand on regarde le catalogue. On se dit alors je vais aller voir un concert Candlelight, je prends la liste, et en fait il y en a vraiment pour tous les goûts. Exactement. Et aussi pour tous les âges. Et aussi pour tous les âges, parce qu'on fait aussi du Taylor Swift par exemple, qui est plus jeune, ou du Queen qui parle à tout le monde. Et voilà. Mais donc vraiment pour tous les âges, et c'est le but de Fever, démocratiser l'accès à la culture. Ça se fait au niveau de la programmation pour tous les âges. On a fait des Candlelight pour les enfants aussi, donc avec la programmation un peu plus de adapté. princesse, etc. Et donc oui, vraiment. Vous venez de parler d'accessibilité. Rendre accessible la musique classique, ouvrir les portes de ces concerts qui pour certains peuvent paraître un peu fermés, et puis donner aussi envie aux gens de rentrer dans ces lieux de patrimoine. Vous avez parlé de cet accès à la culture. Cet accès, il est aussi rendu possible par des tarifs qui sont assez intéressants, il faut le dire, par rapport à d'autres concerts. Oui, exactement. Nous, notre politique, c'est que les premiers prix
débute à 19 €. Donc pour 1 heure de concert, 19 €, c'est quand même très très accessible. Et puis pour des lieux, comme vous l'avez dit, qui sont exceptionnels, par exemple cet été, on va faire des concerts dans les jardins du château de Chenonceau. Donc c'est vraiment très très joli. On fait ça au premier étage du Gustave Eiffel de la Tour. Premier étage de la Tour Eiffel, dans le salon Gustave Eiffel, pardon, okay. Et dans plein d'autres lieux. Donc c'est vraiment, ça permet d'ouvrir la porte à la culture pour un prix qui est plancher. Et puis à Paris, on est particulièrement bien doté à Paris, en Ile-de-France. Oui. Et pour les lieux qui peuvent vous accueillir et donc derrière pour les expériences Candlelight que vous proposez. Exactement, on a vraiment la chance à Paris d'avoir plein de lieux qui sont magnifiques. Est-ce qu'il y a une expérience Candlelight dont vous vous souvenez qui vous a particulièrement touché? Je pense que ma première ici à Paris, c'était justement Taylor Swift au musée Grévin, où ça m'a touché, mais aussi parce que j'ai vu le public toucher. J'avais une demoiselle qui était juste à côté de moi qui m'a demandé un mouchoir parce qu'elle pleurait, elle trouvait ça exceptionnel à partir de la première chanson, parce qu'elle se souvient du coup d'avoir vu, on a discuté un petit peu, le concert de Taylor Swift, et elle a reconnu et elle a revécu comme ça, oui, exactement. Donc, et c'est des moments d'émotion, qu'on partage évidemment avec le public qui est autour de nous. Exactement. Est-ce que le concept, il se décline à l'infini? Eh bien, tant qu'il y a des programmes qui se font, ça peut se décliner vraiment, comme je vous l'ai dit, on va sur du Jean-Jacques Goldman, Edith Piaf, du Queen, du ABBA, donc vraiment c'est pour tous les coups, tous les goûts, et donc ça se décline effectivement à l'infini. Donc la prochaine date en Ile-de-France, vous nous avez parlé du salon Gustave Eiffel, au premier étage de la Tour Eiffel. C'est ça, on reprend en hiver plutôt à cause de la luminosité, puisque comme on est avec les bougies, il faut que ça soit dans le noir. C'est important. Et puis sinon, au mois de juillet, on va lancer le 3 Mazarium, qui est un tout nouveau lieu chez nous, mais on a plein de dates à la Maison de l'Océan, au musée Grévin, etc. Donc tout ça se retrouve sur notre site internet feverup.com. Merci beaucoup Thomas Louis d'être venu nous parler des concerts Candlelight, ces magnifiques concerts à la bougie. C'était un plaisir de vous avoir en plateau et on passe à la chronique gastronomique. On va se régaler, c'est l'heure de C'est tout bon. Tous les jeudis, on se régale avec Laurent Saloche et sa chronique C'est tout bon, et vous m'avez déjà déposé des petites choses à manger. Oui, comment ça va, Laurent? Pour le dessert. D'accord, je ne regarde pas, je vais faire comme si j'avais pas vu. Comment ça va? Mais très bien, très très bien. On va parler de ce mois de mai qui est celui des ponts, des week-ends prolongés, des envies de fugue. Alors vous avez décidé de faire ça, mais sans bouger de Paris. Laurence, vous nous proposez cette semaine des voyages culinaires. Première destination, on va en Afrique avec une nouvelle table qui vient d'ouvrir. C'est dans le 7e arrondissement. Penja, c'est de Pierre-Soué. Vous savez ce que signifie Penja? Pas du tout. Pas du tout. Alors c'est une région du Cameroun dont Pierre est originaire. Oui. Et alors on est dans le nord-ouest du Cameroun, pas très loin de l'Atlantique, sur des terres volcaniques. Et on appelle cette région le grenier du Cameroun. Il y a notamment, alors peut-être que les amateurs de poivre connaissent le nom Penja, parce qu'on a un poivre excellent. Qui vient de là-bas. Il y a du blanc, du noir, du vert. Et il y a une IGP même pour ce poivre qui a été donné en 2013. C'est le premier produit africain qui a été reconnu comme une IGP. Et il a quelle note ce poivre? Alors il a des saveurs, ça dépend un petit peu. Alors Pierre, il le propose notamment vert et frais. Oh. Et alors, il le propose même à la vente. Si vous allez dans son restaurant, vous pouvez partir avec une bouteille de ce poivre qui est gardé frais parce qu'il l'a préservé dans une huile de pépins de raisin. Oh. Et alors, il vous dit, mais faites avec cette huile et surtout ce poivre un petit steak au poivre. C'est absolument merveilleux. Une légère crème. On met ce poivre et c'est délicieux. Je vous parle du steak au poivre qui est de la cuisine française. Classique de la cuisine française, effectivement. Pourquoi? Parce que, en fait, Pierre, il a un attachement à cette cuisine française qui est très ancien. Son père était chef et il a accueilli toutes les grandes toques françaises, dont Paul Bocuse. Puis ensuite, Pierre, il a fait l'école Ferrandi, puis il a été chez Yves Campbord. Autant vous dire qu'au niveau du terroir, il sait très très bien de quoi il parle. Il est bien ancré, il a une cuisine française très très ancrée. Alors j'imagine que ça veut dire qu'on ne vient pas au Penja pour déguster le classique poulet DG et ses frites de plantain ou le ndolé. Là, on change complètement de discours. On est là pour être un peu bousculé. Alors oui, on est bousculé, mais on est accompagné. D'accord. Vous voyez, vous n'êtes pas dans les plats traditionnels africains que vous connaissez, que vous venez de citer. On est plutôt sur une forme d'hybridation. C'est pas une fusion, c'est souvent qui s'associe à une forme de confusion, j'allais dire, des deux cultures. Cuisine inventive. Lui, il est vraiment sur une partition qui est française et puis il apporte ses touches africaines. Alors
Alors, par exemple, moi j'ai eu un coup de cœur pour un plat qui était absolument excellent, qui est l'œuf parfait. Là encore, traditionnellement français. Et alors, c'était délicieux. Il y avait un bouillon qui était fait avec une duxelle de champignons, notamment. Vous allez me dire, ah bah oui, mais jusque-là, pas grand-chose, les amandes grillées, etc. C'est assez traditionnel. Il y a les petites feuilles de pain dessus, mais vous avez quelque chose de différent cette fois-ci, qui est une touche ivoirienne, et qui est l'attiéké. Alors ça, c'est pas cette huile, et c'est pas le plat que j'ai dégusté. Mais vous ne pouvez pas le voir à travers cette photo, cette image. C'est en dessous, quand on va chercher sous cette duxelle de champignons et sous ce bouillon, vous avez l'attiéké, qui est en fait une pulpe de manioc qui serait un petit peu maturée, qui serait fermentée en fait, plus exactement. Et alors ça, c'est absolument délicieux. C'est comme un couscous africain, quoi. C'est génial. Donc ça, c'est une touche qui twiste le plat français qu'on connaît bien. J'ai aussi beaucoup aimé, il y avait de la pieuvre qui était juste snackée avec l'encre de sèche. Pas trop caoutchouteuse. Et là, pas trop caoutchouteuse. Elle était parfaite. Il a vraiment une qualité de produit qui est très très précise, avec un très très bon choix d'ingrédients. Il est très précis. Sauce à l'encre de sèche qui est mélangée à une sauce qui s'appelle la sauce bongo, qui est une association d'épices. J'ai pas la composition précise de tout cet assemblage. Mais c'était très subtil, je crois que ça vous a très sympathique, c'est subtil, c'est délicieux. Ce ne sont pas des marqueurs trop puissants. C'est pour ça que j'aime bien, ça fédère comme ça des appétits qui sont peut-être moins voyageurs que d'autres. Et puis ce qui est toujours très sympa, c'est parce que d'une part le service est quand même très convivial, il y a le sourire de Pierre, et puis ils sont très pédagogiques dans la façon de... Oui, ils vous expliquent, ils vont vous amener par exemple le pébé qui est une petite épice, puis vous avez la poudre de baobab, on va vous expliquer ça. Donc en fait vous allez voyager à travers la carte, les plats, et puis tout ce récit qu'on vous fait. Et c'est vraiment un voyage immobile très réussi. On est dans le 7e arrondissement. Il y a une décoration qui est sobre, élégante. On touche, je vais dire, presque à la gastronomie. En tout cas, ça vous a beaucoup plu, ça vous a surpris, mais en douceur, et c'est ça qui est très agréable. À ne pas rater, j'allais l'oublier, mais à ne pas rater, c'est la glace. J'allais vous en parler. C'est la glace au poivre vert. Vous m'aviez dit que vous aviez adoré. J'y reviens. Une glace au poivre, c'est génial. Une glace au poivre vert. Alors, le poivre est infusé dans du lait, et ça aussi, c'est tout à fait étonnant, mais très, très séduisant, très charmant. Ça ne brutalise pas nos appétits. Et il y a quelque chose d'un peu herbacé, de floral, et puis il y a quand même la petite touche du poivre qu'on retrouve, le petit peps en finale. Comme disent les cuisiniers branchouilles. Non, c'est intéressant de quitter le répertoire totalement français. Vous avez raison. Allez, on quitte l'Afrique pour l'Asie. Il y a énormément d'adresses à Paris, c'est peu de le dire. Comment est-ce qu'on s'y retrouve et quelle est la top que vous nous avez sélectionnée? Pour une fois, j'allais dire pour une fois, mais sans deuxième degré, je me suis fiée au Michelin. Le guide Michelin a décerné son bib gourmand à Mam from Hanoï. Oui. Là, on est dans le 2e arrondissement, on est dans le sentier, quartier qui prend de l'étoffe, j'allais dire, du côté culinaire. On a de plus en plus de tables. On a des petits restaurants, des coffee shops, des restaurants, j'ai vu, où on peut jouer aux jeux de société et manger un petit plat. C'est hyper dynamique. C'est très dynamique. En l'occurrence, là, il faut mieux réserver parce que c'est un succès fou. Le restaurant est assez petit, tout en longueur. On est un peu au coude à coude. C'est plutôt la physionomie d'une cantine, mais très sympathique. Cette simplicité qu'on retrouve dans l'accueil, dans le service, vous l'avez dans l'assiette. C'est une cuisine authentique, familiale, qui ne triche pas, qui est vraiment dans la fidélité de ce que peut être la cuisine du nord du Vietnam. Ça, c'est hyper agréable. Carte courte, vous avez 3 plats, 3 entrées, 3 desserts. Vous avez des nems. Moi, j'ai choisi les nems parce que je trouve que c'est toujours intéressant comme curseur de comparaison. Et alors, leurs nems, ils sont assez différents de ce qu'on a l'habitude de goûter. On est plutôt sur de la galette, donc c'est un peu moins croustillant, mais on n'a pas le côté mollasson et parfois trop grassouillet des nems qui sont souvent faits par des Chinois. Vraiment, on a son porc, évidemment, avec une garniture qui est assez généreuse. C'est d'ailleurs très généreux pour le format, vraiment excellent. Et puis après, vous avez... Ils ont une spécialité, j'imagine. C'est quoi? Je vous cache rien. Il y a le feu. Je sais pas si moi je dis le bien, feu. Le feu. Mais non, c'est vous qui le dites bien, le feu. Je ne sais pas. C'est cette soupe absolument délicieuse. Alors, vous en avez souvent dans les restaurants, souvent de très médiocres. Pardon, des fois c'est dégueu, immangeable. C'est insipide. Et pourquoi c'est insipide? Parce que, une fois encore, les ingrédients ne sont pas de qualité. D'accord. Là, vous avez surtout un bouillon. Je commence par le bouillon, j'allais commencer par la viande. Mais il y a quand même de la bavette, vous avez du plat de côte de bœuf. C'est toujours... Alors, il y a un mix entre la viande crue et la viande cuite. Je ne vous parle pas des herbes fraîches, la coriandre a le goût de la coriandre, les oignons, tout ça est absolument exquis. Mais le plus important, en dehors des pâtes de riz, c'est le bouillon. Et le bouillon au bœuf, il est fait mijoter pendant 24 heures. Oh, quel bonheur. Vous avez vraiment, avec de l'os à moelle,
Donc vous avez à la fois c'est plein de collagène, la richesse, le collagène, et puis surtout la concentration des saveurs. Donc on Big boit pas Gourmand, mais oui, validé. Validé. Vous avez adoré. Validé jusqu'au dessert, parce que j'aime bien les desserts asiatiques. Vous avez pris quoi? Il y avait à la noix de coco, il y avait une petite gelée de noix de coco avec des fruits frais, des chips de coco. C'était très très bon. Donc on valide et on réserve parce que c'est petit et je vous assure, il y a beaucoup de monde. Mam from Hanoï. Oui. Cuisine très différente celle-ci. Enfin, avec un gros détour par le bassin méditerranéen. Deux copains, Jules Béard et Félix Barthes, qui ont déjà gargouillé zinzin, j'adore. Ils viennent d'ouvrir une 3e adresse dans le 10e arrondissement. Son nom est Cagnard. Est-ce qu'on retrouve le soleil dans l'assiette? Dans toutes les assiettes. De toute façon, vous allez vous balader. C'est très simple. Vous avez une carte, vous prenez votre sac à dos et vous allez du Liban à l'Italie, en passant par la Grèce, évidemment, autour du bassin méditerranéen, Istanbul. Vous avez des tas de plats. Alors là, on est sur des assiettes à partager. Elles sont hyper généreuses. Les tarifs sont hyper généreux. Vraiment, c'est très, très... Ben voilà, c'est l'accueil du Sud, c'est la convivialité. Et vous avez des plats qui sont à chaque fois un tout petit peu revisités, twistés. Et c'est ça qui est intéressant dans cette proposition. Vous voulez être en Italie, vous avez une stracciatella avec des oignons rouges. Puis ensuite, vous voulez aller plutôt sur la Grèce, vous allez avoir évidemment le feuilleté de feta. La spanakopita, la pâte filo feta, j'adore ça. Voilà, alors menthe, tapenade d'olive, dattes, petits pois frais, pistaches, tout ça dans l'assiette. Puis vous avez aussi le houmous revisité. Alors ça, c'est un vrai coup de cœur avec la viande hachée. Hyper relevé, c'était délicieux, jus de bœuf. Ça, c'est plutôt libanais, non? Piment vert et pignon, on est au Liban. J'adore. Donc vous faites votre petit tour, c'est vraiment délicieux. Vous avez le brunch ottoman. C'est vraiment des vins nature quand même. Des petits vins nature, parce que c'est quand même leur truc. C'est une jeunesse. Cette jeune génération de restaurateurs aime le vin nature. Je ne partage pas toujours les choix, mais il y a de bonnes choses. Oui, quand ils sont bien rectilignes. Il faut bien choisir. Et voilà, c'est vraiment pour les globetrotters. C'est une picorette voyageuse et tout à fait agréable et festive le soir. Ça coche pas mal de cases quand même. Et on est près de la gare du Nord. Allez, on continue et on enchaîne. On poursuit nos pérégrinations avec le produit de la semaine, le chocolat de Dubaï, créé par une entrepreneuse anglo-égyptienne. Elle s'appelle Sarah Hamouda. Des millions de vues sur TikTok. On voit une influenceuse déguster ce chocolat garni de crème de pistache et de vermicelle de Cadaïf. Ça l'a rendu mondialement connu. Ça a fait exploser le prix de la pistache. C'est plus qu'une tendance. Mais est-ce qu'on craque ou est-ce qu'on craque pas du tout? Alors, avant d'avoir... Je suis sceptique, Laurence. Non, mais je suis partie avec un petit préjugé. Mais le plus simple, c'est quand même de goûter. Alors, je vais être super honnête. Je n'ai pas fait venir de Dubaï la fameuse tablette qui a défrayé sur les réseaux sociaux. J'allais dire la chronique, c'est à l'ancienne, mais en tout cas, qui a donné envie à des milliers de jeunes gens. Il y a 100 millions de vues, je crois, plus de 100 millions de vues. Alors, sur cette vidéo, sur ce TikTok notamment, j'ai regardé cette jeune femme qui s'appelle Maria Vieira. Eh bien, elle déguste ça de façon... c'est vrai que la manière presque charnelle, presque charnelle, presque sensuel, presque charnelle, c'est fait exprès, c'est presque orgasmique la façon dont elle s'attaque à cette tablette, qui je trouve esthétiquement est plutôt assez jolie. C'est pas mal. Jade Génin fait ça aussi magnifiquement, la tablette est peinte. Si vous voulez la commander, ça vous coûte environ 60 €. C'est quand même très très cher. C'est monstrueusement cher. Et alors, on n'a pas besoin d'aller à Dubaï, parce que moi j'étais dans mon petit village à Collioure du Sud, et qu'est-ce que je vois dans un supermarché? Un stand énorme de tablettes de Dubaï, parce que nous avons aujourd'hui des tas de versions, alors que ce soit chez Lindt, là en l'occurrence c'était Bossy, qui était une marque comme la pistacherie aussi, ils ont fait des versions. J'ai goûté. Chocolat au lait, c'est déjà pas trop mon truc. Ouais, le confit de pistache, parce qu'effectivement à l'intérieur il y a un confit de pistache, c'était un peu écœurant. Les petites feuilles d'ange, les petites fibres de cheveux d'ange, c'est quand même, le petit croustillant était pas mal. Mais vous dire que j'ai été hyper enthousiaste, je pense que ça flatte les palais qui sont habitués au sucre. Et donc toute cette jeune génération qui aime bien la gourmandise, le côté très sucré. Laurence, je vais vous presser, mais il me reste 45 secondes pour déguster. Vite. Alors, deux pâtissiers qui ont fait une version luxe du chocolat de Dubaï. Vous avez ici Moïse, qui a Moïse Café, Moïse Fez, et puis Yann Couvreur, qui ont fait une version que je vais vous faire déguster ici. Et puis vous avez aussi la maison Cluzel, qui a fait aussi sa version, qui s'appelle Éclat d'Orient. Donc, alors ça c'est un peu sucré pour moi, mais c'est délicieux. Voilà, c'est la première version. Alors il y a du chocolat au lait toujours, puis du chocolat blanc pour cette première version de Moïse Fez, qui est très connu. C'est sur la cuisine orientale et la street food.
petite préférence pour moi pour celui-là, qui est un peu moins sucré. Je partage, j'avoue, votre avis, parce que je trouve qu'il est un peu moins sucré. Il a une personnalité beaucoup plus affirmée sur la pistache. Les pistaches viennent d'Iran. Voilà, il y a qualitativement, je trouve, un intérêt. L'astuce, on reste quand même sur du chocolat au lait un petit peu plus foncé pour la deuxième version, une pellicule fine, et puis vous aurez constaté que ce sont des petits formats. Oui, comme ça, c'est pas trop écœurant. Donc on n'a pas le temps de s'écœurer. Je vais les finir, vous n'allez pas nous voir le faire, mais c'est pas grave, ça reste dans le secret de ce plateau. Merci ma chère Laurence pour cette délicieuse dégustation et pour cette chronique qui nous a fait voyager. On vous retrouve jeudi prochain sans faute, et demain vous retrouvez l'excellent Damien Canivez, et j'aurai le plaisir de vous retrouver la semaine prochaine. Excellente soirée. What?